Messieurs, dames, bien le bonjour en cette année 2025, nouveau format sur Scrap Mécanique, bien évidemment. Toujours aujourd'hui, on va parler automobile, messieurs, dames. Et oui, et oui, oui, ma plus grande passion, je pense. Et aujourd'hui, on va commencer tranquillement ce nouveau format, donc. Et on va comparer finalement peut-être l'un des débats les plus débiles, mais je trouve assez drôle de l'automobile, et plutôt de la communauté en général. Le débat Toyota Supra contre Nissan GT-R. On va donc aller voir, un peu l'histoire des deux véhicules, des 2 modèles. Donc on va commencer avec la Toyota Supra donc, qui au début, ne portait pas le nom Supra directement. Donc c'est d'abord, une Toyota Corolla donc, qui, a donné son châssis pour le rendre un petit peu plus sport, donc dans sa deuxième version et qui donc dans sa version Mark III prendra le nom Toyota Corolla Celica et en fait le truc c'est qu'on enlèvera ce Corolla pour la quatrième version. Puisqu'effectivement, la différence entre les 3 premières et la quatrième, c'est que, en fait, les 3 premières, c'était des châssis de Toyota Corolla avec des moteurs plus performants, alors que, la quatrième génération de cette voiture, elle arborera donc tout de différent. Il y a plus rien de une Toyota Corolla, hein, on a tout changé. Comparé à un Nissan donc qui, lui, va amener sa GT-R donc de circuit, voilà. Donc on commence avec la Skyline 2000 GT-R qui nous fera suivre ensuite sur la GTR 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Mais pareil, la 35 et la MK5, donc on s'en fout. On va s'arrêter à la MK4 et à la 34. Donc du coup, bon, bien évidemment, quand je dirais 34 et MK4, c'est pareil, hein, c'est toujours le même nom. Mais c'est juste que voilà, bon, dire à chaque fois Nissan Skyline GTR R34 ou R33 ou R32 ou R31, R30, bref, on s'en fout. On va surtout s'intéresser donc chez Nissan aux 3 GTR, donc les 3 dernières. Donc la 32, la 33 et la 34. Parce qu'effectivement, c'est les 3 plus similaires, puisqu'elles sont tout simplement des améliorations les unes des autres. Mais avant ça, du coup, on va quand même repartir chez Toyota, où, en gros contexte, Toyota sort donc sa Corolla Celica, donc la MK3. Et, en fait, Toyota est une marque un peu, pas vieillissante, mais une marque qui ne montre pas vraiment son côté sport, voilà. Et c'est un vrai problème parce qu'en face, il y a beaucoup de constructeurs qui commencent à se distinguer dans ces années-là. Et on peut notamment noter Mazda avec sa RX-7, Mitsubishi avec sa 3000 GT, Nissan avec sa gamme de Skyline, Honda avec sa NSX. En bref, Toyota est une marque un peu vieillissante, dans les années 80 et 90 au Japon. Et ils vont essayer, de changer ça en incluant un nouveau modèle à la gamme bien plus sportive, la Toyota Supra. Alors, on reste en fait sur le principe de gros coupé GT, donc toujours pareil, comme les Mazda RX-7, 3000 GT que je viens de citer. Vraiment dans l'esprit de gros coupé GT avec un bon moteur et une gueule à tomber par terre parce que bon, je suis désolé, toutes ces caisses que je viens de citer, elles sont trop belles. Mais du coup, je pense que vous l'avez compris, le réel intérêt de la Toyota Supra, c'est son moteur, le 2JZ. Donc qui a existé en beaucoup de variantes que je n'ai pas toutes vous citer, mais en gros, il y avait les variantes sans turbo, les variantes avec turbo et les variantes avec turbo débridé, donc les versions européennes et américaines. Effectivement, je vous le rappelle, au Japon, dans ces années-là, écoutez, tout le monde font les cons sur la route et du coup, les constructeurs décident de taper du poing sur la table et font ce qu'on appelle le gentleman agreement, donc l'accord entre gentlemen où en gros, ils vont décider que au lieu d'arrêter la production de voitures de sport très dangereuses, on va juste les limiter à 280 chevaux. Voilà, et comme ça, au moins, il y aura moins de morts, ce qui a bien évidemment rien changé, puisque, pareil, cette Toyota Celica, mais même la 34 et d'autres, sont des voitures qui, par exemple, sont extrêmement modifiables. Le 2JZ est un moteur parfait pour accueillir, je ne sais pas, 1000 chevaux pour faire des courses de rue sur les autoroutes japonaises, par exemple. C'est qu'un exemple, voilà. Mais en fait, on le comprend très vite que c'est des voitures qui sont juste sorties comme ça et qui sont bridées en fait. Parce que par exemple, la Toyota Supra, la baie moteur d'une Toyota Supra, en fait, il y a carrément des ancrages pour les barres anti-rapprochement, vous savez, sur les moteurs justement. Et en fait, il y a littéralement de la place pour un plus gros turbo. Et puis s'il faut changer du coup l'admission, pareil. Enfin bref, c'est tous ces petits détails qui font que, voilà, on sent qu'en fait, c'est plus fait pour sortir 500 chevaux d'origine que 200. Mais voilà, ils ont juste downgrade pour dire, c'est bon, on est tranquille, on est dans les accords.
Et d'ailleurs, ce ne sera pas les seuls à faire ça, hein. Je vous rassure, ne vous en faites pas. Et bref, du coup, donc, Toyota sort sa Supra, juste pour conquérir un peu le marché de la sport, en fait. Et ils vont réussir plutôt bien, puisqu'ils vont aller ensuite s'engager en course avec la Toyota Supra LM, enfin GT LM même, en 95 et 96, où ils vont faire de la Super GT, du Mans, du Touring, bref. Et franchement, c'est vraiment une caisse qui a très bien marché. Donc, elle n'a plus le 2JZ classique, elle en a une autre version encore. C'est pour ça que je ne vais pas toutes vous les citer, parce que pareil, il y en a beaucoup. Mais en gros, ce qu'il faut retenir sur la Toyota Supra, une grosse caisse un peu lourde, qui a une gueule géniale et qui a un moteur qui est fou. Le moteur de la Toyota Supra est un excellent moteur, qui, ben, en fait, est juste là pour être modifié. En face d'elle se trouve la Nissan GT-R 34, qui, ben, en fait, un peu débile, puisque bah, la 34 est plus jeune que la Supra MK4. Ah ouais, en fait, si on devait comparer par époque, ce serait plutôt la 33 qu'il faudrait comparer à la Supra MK4. Puisqu'effectivement, la Supra sort d'usine, donc de 93 à 99, alors que la 33 sort de 95 à 99. Et la GTR 34 sort elle de 99 à 2002 d'usine. Donc en fait, bah, c'est juste une génération après. Et ben ça, tout le monde l'a oublié. En fait, la 33 est une voiture oubliée, et cela à cause d'une raison que je ne vous évoquerai après, que je vous évoquerai après. Et voilà, en gros, pour faire simple, ces trois voitures, la 33, la 33 et la 34, elles ont un objectif: niquer la gueule de tout le monde en course. Et franchement, ben, ils vont franchement putain de bien réussir. C'est impressionnant. Que déjà, la 32, elle va très vite se faire surnommer Godzilla. C'est trop badass. Mais en fait, je sais pas si vous voyez, comment ça, quoi? Le groupe B. Oui, parce qu'en fait, ben, le truc, c'est que pendant que le Japon fait du circuit, en Europe, il y a la plus grosse compétition de rallye de l'histoire, hein, où littéralement, tu as des caisses de 600 chevaux qui se défoncent la gueule à coups de 4 roues motrices et de turbo énormes, sur des petites routes de campagne qui n'ont rien demandé à personne. En bref, voilà. Et suite à ça, sortent des voitures absolument exceptionnelles, telles que l'Audi Quattro, les 205 TCS. Bref, je parlerai de ça dans une autre vidéo qui sera consacrée à ça. Mais littéralement, il y a une caisse qui est, pour moi, discutablement possible à rentrer dans le panthéon des meilleures caisses de l'histoire de l'automobile, la Porsche 459. Et cette caisse, elle est légendaire, je vous en reparlerai une fois de plus. Plus pour le Paris-Dakar, certes, mais quand même pour le groupe B. Cette caisse a littéralement tout ce qui fait de mieux à l'époque. Des suspensions pivotées, un système de 4 roues motrices, bref. C'est une machine de compétition. Et bien dites-vous que théoriquement, la R32 japonaise détruit une Porsche 959, qui détruisait déjà des voitures de rallye européennes, hein. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai rien fait, moi, hein. C'est assez dur à croire, mais effectivement, sur le papier, la R32 Godzilla bat une 459 de chez Porsche. Alors, c'est sur le papier, hein, parce que bon, ça n'a jamais été fait en vrai. Enfin, pas à mes connaissances. Et en gros, ce qui fait le cœur de la R32, déjà son moteur, elle arbore le RB26, et également un moteur forgé, tout comme celui de la Toyota Supra, et qui pourrait, pareil, supporter une prépa à 700 chevaux de manière fiable, quoi. Et comme si c'était pratique, pareil, pour aller faire des courses sur les autoroutes japonaises, quoi. Enfin, juste comme ça. Oui, certes, le RB26 est un moteur un peu moins résistant que le 2JZ à la customisation. Et c'est d'ailleurs ça qui donnera ce duel après, mais on y reviendra. Mais en fait, ce qui fait la grande force des GTR, c'est le système de transmission intégrale. Puisqu'effectivement, elles arborent le système d'ATSA ETS, donc un système de 4 roues euh, piloté, c'est-à-dire que ben, en fait, les 4 roues sont accélérées séparément dans le virage par un robot. Donc, bah, c'est extrêmement performant, mais genre vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture corrige la trajectoire d'elle-même en admettant plus ou moins de puissance aux pneus. Et en fait, bah, déjà que ce système il était extrêmement performant sur la 32, bah, ils vont l'améliorer sur la 30. Et ils vont faire un truc, hein. En plus de système de 4 roues motrices, ils vont rajouter des 4 roues directrices. Et ça, ils abusent. Et en fait, le truc, bah, c'est que la 33, personne ne la connaît pour une seule bonne raison.
Elle était tellement performante qu'ils l'ont, bah, bannie de beaucoup de compétitions. Elle n'a quasiment pas réellement pu rouler. Alors elle a effectivement quand même couru, hein, c'est une voiture légendaire aussi. Mais en fait, moins que la 32 puisque, beh, en fait, Nissan était trop fort. C'est franchement exceptionnel à dire, mais c'est même pas pour vanter Nissan ou quoi, hein, mais vraiment, Nissan était trop fort. C'est incroyable quand même. Et la 34, ben, en fait, bah, c'est juste une 33 avec les trucs bons, on les améliore. Ce qui n'allait pas, on les refait, parce que ce soit nickel, simplement. Donc la 34, pareil, bah, c'est une caisse qui est globalement là pour arracher des fesses. Alors, du coup, maintenant, pourquoi est-ce que ces deux voitures, en fait, à un moment, elles se sont retrouvées côte à côte et elles se sont faites comparer? Alors, la raison la plus évidente, c'est les films américains, hein, Fast and Furious, les jeux vidéo Need for Speed, bref, on va pas, voilà. Mais bien évidemment, ces voitures se sont très vite amenées à rouler côte à côte, sans même le vouloir en fait, parce que c'était 2 marchés différents. Je le rappelle, du coup, Toyota veut moderniser entre guillemets sa gamme en mettant des voitures sport. Nissan veulent juste défoncer la gueule à tout le monde en circuit. C'est globalement 2 vues différentes, même si du coup, bah, la Toyota Supra quand même courra en circuit contre la GTA. Mais effectivement, oui, du coup, sur les courses de rue, on peut, voir notamment dans Fast and Furious 2, donc ce duel entre la Supra dorée et la R32 de Paul Walker, où effectivement un duel légendaire, montrera en fait un peu une rivalité entre les 2 marques, mais peu importe. Vous avez forcément vu passer sur les réseaux sociaux des vidéos de Toyota Supra qui font des courses de rue et qui détruisent littéralement des Mustangs, des Lamborghini, des bref. Et c'est pour ça que c'est elle a eu une bonne réputation. En fait, c'est pas forcément par la voiture ou par les constructeurs eux-mêmes, mais c'est plutôt en fait par la communauté qui a très vite adoré cette voiture. En moteur toujours, hein, c'est le truc, c'est qu'en général, quand tu vois une Toyota Supra, elle est préparée à la moelle, alors que, ben, en fait, les GTR, elles sont bien plus rares. Elles sont des voitures, il n'y a eu que 11 500 exemplaires, donc ce qui est à peine plus que le Renault Avantime, qui est probablement une voiture qu'on n'a pas dû voir, puisque c'est une bizarrerie française. Mais bref, c'est une voiture extrêmement rare. Et la GTR a à peine plus d'exemplaires que ça. Donc voilà, surtout qu'en plus, elle n'a pas été importée officiellement en Europe et aux États-Unis. Donc, voiture qui en fait d'autant plus rare. En bref, une GTR 34 c'est 220 000 euros. Mais bref, ça, c'est encore autre chose. Non, par contre, ce qui a été importé en Europe et aux États-Unis, c'est les GTT. Donc, des voitures qui ont la gueule de GTR 34, mais qui ont rien d'autre. Parce que c'est des propulsions avec un moteur qui n'a qu'un turbo, alors que le RB26 en a bien évidemment deux. Bref. Et en fait, bah, c'est ça, c'est que les voitures, bien qu'elles aient couru, elles n'ont jamais réellement couru l'une contre l'autre, en fait. On ne peut pas référencer le niveau d'une voiture à des courses de rue, et c'est malheureusement ce qui se passe entre ces que, bah, elles n'ont jamais été comparées directement. Ou les quelques fois qu'elles ont été, c'est sur des pistes de dragster en ligne droite. Sauf que je le rappelle, je l'ai dit, le 2JZ est techniquement un moteur qui est bien plus apte à être maltraité que le RB26, bien que le RB26 reste un exceptionnel moteur. Donc oui, effectivement, la Toyota Supra pourrait, battre GTR si les 2 étaient préparés à la moelle. Mais en fait, bah, le truc, c'est que je ne pense pas que ça se passerait de la même manière. Et en fait, bah, pour conclure, je trouve ça idiot de comparer les 2 voitures parce que, bah, techniquement, en fait, elles ne sont pas faites pour rouler ensemble. Bien évidemment, elles l'ont été parce que voilà, c'est des légendes de l'automobile japonaise, mais selon moi, ce ne sont pas des voitures aptes à faire la course puisqu'elles ne veulent pas conquérir le même marché. Justement, contre la GTR 34, il aurait plus fallu des, pareil, des Porsche 959 ou des Lamborghini Countach, juste vraiment des vrais hypercars, quoi. Parce que le R34, on peut dire, reste, quoi qu'on veuille dire, une hypercar. Et contre une hypercar, il faut une hypercar. Il faut pas une voiture de sport, en fait. Ça marche pas. Mais quand même, ça s'est passé et la Toyota Supra reste à mener l'affront contre la GTR 34 pendant extrêmement longtemps. Heu, donc voilà, c'était tout simple. J'avais envie de parler de ça
Pourquoi me direz-vous? Parce que, bah, en fait, j'adore ces 2 voitures. Je trouve c'est vraiment fascinant de voir, comment la communauté peut se battre pour pas grand-chose, en fait. Mais, je voulais quand même en parler. Je veux pas vous mentir que je n'ai pas réellement, je trouvais pas d'avantage à la Supra avant de faire cette vidéo. Bien évidemment, donc j'ai des informations, donc effectivement, si je peux vous donner deux trois chiffres, effectivement, donc la Toyota Supra, exportée donc en Europe et aux États-Unis, elle fait 330 chevaux, 440 newtons-mètres, donc c'est franchement pas mal, hein. Une voiture biturbo, bien évidemment, dans ses versions turbo. La GT-R 34, donc elle, oui, ne sera pas importée officiellement en France, enfin en Europe et aux US, donc elle restera bridée à 280 chevaux tant qu'elle ne sera pas modifiée, donc c'est-à-dire que c'est une voiture qui, aux yeux de la loi, est à 280 uniquement. C'est terrible à dire. Et une fois de plus, c'était pas dans l'optique de l'exporter, c'était dans l'optique de péter la gueule à tout le monde en circuit, en fait. Faut bien se rappeler de ça. Donc en fait, bah, pour conclure, ces 2 voitures ont été amenées à pardon, à courir, l'une contre l'autre, mais en vérité, bah, elles ont pas grand-chose en commun, voire rien. Et c'est une rivalité qui est certes très intéressante, mais qui d'un point de vue totalement objectif, puisque c'est ce que j'essaye de faire le plus partager, ça n'a un peu aucun sens, en fait. Puisque c'est 2 voitures qui n'ont pas réellement à courir ensemble. Après, effectivement, ça a déjà arrivé et globalement, les 2 véhicules ont été victorieuses l'une sur l'autre. On peut pas réellement créer de palmarès, en fait, parce que déjà, c'est peut-être l'une des seules voitures, enfin, le seul duo de voitures à avoir une telle rivalité, aussi intense et aussi supportée par, la communauté, en fait. Il n'y en a pas eu des masses non plus, à part celle-ci. Donc c'est assez quand même intéressant à observer. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire, déjà si ce format vous plaît. Je vais effectivement parler d'autres choses, hein, en fait pas, je vais pas faire que des comparaisons de véhicules. Mais, j ça m'intéresse franchement de savoir, ce que vous pensez, de ces 2 voitures, laquelle vous préférez même et pourquoi est-ce que vous voudriez, par exemple, les voir en compétition ou non. En bref, cette vidéo n'était pas du tout pour remettre en cause, ce qui est dit par la communauté. Au contraire, je trouve ça vraiment assez passionnant, de voir les arguments de chacun pour défendre sa voiture préférée. Et bah, écoutez, messieurs, dames, c'était Emerful. Ciao, ciao.